Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Boussaumier, fondatrice d'Invitro, une start-up deep tech qui veut révolutionner la fécondation in vitro grâce à l'intelligence artificielle. Formée à Cambridge, MIT et Imperial College, chercheuse en biomécanique avant de devenir entrepreneur, Alexandra a passé 6 ans à bâtir une entreprise à la croisée de la science, de la santé et de la tech. Invitro, c'est l'ambition d'aider des millions de futurs parents à travers le monde et à concrétiser un rêve. Et après avoir levé plus de 4 millions d'euros, déployé son logiciel dans 20 laboratoires internationaux et dirigé une équipe interdisciplinaire brillante, l'aventure s'est malheureusement arrêtée cette année. Et aujourd'hui, elle va revenir sur cette expérience, ses succès, ses doutes et ce moment où il faut décider de fermer la porte d'un rêve pour en ouvrir un autre. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous. Autour de la table, il y a aussi Sophia de Daphne. Bonjour. Hello. Alors Alexandra, on va revenir sur ce parcours, mais peut-être pour planter le décor à nos auditeurs, tu peux nous retracer un peu la personne que tu es, qui tu étais quand tu étais enfant et qu'est-ce qui t'a amené à être entrepreneur et dans la santé plus particulièrement. Super. Déjà, merci pour cette intro et encore une fois, bravo pour cette initiative de ce podcast. Je vais peut-être reprendre quelques éléments que tu as déjà cités, mais en gros, je suis française et espagnole. Je suis née en Espagne, mais ensuite on a déménagé en France, mais à la frontière suisse, pour compliquer le tout, vers Genève, vers quand j'avais 5 ans. Donc finalement, je suis quand même un peu plus française, vu que j'ai fait le collège et le lycée là-bas. Et ensuite, j'ai déménagé pas très loin. Je suis allée à Lausanne, qui est à une demi-heure de Genève, pour faire le PFL, qui est une école d'ingénierie à côté du lac. Et ensuite, j'ai continué. Bon, je crois que tu as un peu tout dit, mais je suis allée à Londres pour faire mon master et mon doctorat. Et je suis allée à Boston pour faire mon postdoc. Là-dedans, j'ai passé un peu de temps à Barcelone et à Singapour. Donc voilà, vous l'avez compris, j'aime bien bouger. Parcours assez international. Voilà, mais c'était un peu toujours voulu. Je pense du fait que déjà je sois binationale, mais aussi parce que mine de rien, là on a grandi à Genève, c'est un milieu assez international. Il y a le CERN, il y a l'ONU. Tous mes amis, en fait, il y en avait très peu qui étaient franco-français, donc je pense qu'on avait tous un peu dans l'idée de bouger. Bon, je dis ça au début, je suis allée à Lausanne, qui était littéralement à 50 km de chez mes parents. Mais donc oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours recherché et que j'ai d'ailleurs cherché à recréer dans la boîte, on en reparlera après. Mais sinon, pour peut-être parler de mon enfance, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais j'aurais imaginé monter une boîte au tout début. J'étais partie au début, ni faire de la science. Moi, au début, tu m'aurais demandé à 6 ans, je voulais être journaliste ou avocate. Enfin, j'avais vraiment la fibre littéraire. Et tu avais des parents ou de la famille dans le milieu ? Pas du tout. Mais alors vraiment, je reste l'ovni à ce jour. Mes parents travaillaient justement à l'ONU. Donc non, c'était pas du tout prévu. C'est juste que je sais pas comment, au lycée, j'ai commencé à adorer les maths, à adorer la bio. Ensuite, quand je suis allée en école d'ingénieur, bon, pour le coup, là, j'étais vraiment partie sur le parcours académique. J'ai fait doctorat, postdoc. Mais je sais pas comment dire, j'avais toujours su que je voulais monter une boîte et je pense que c'était plus propre à mon caractère qui fait que, si vous ne l'entendez pas déjà, je peux être un peu impatiente, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'aime bien aller vite et je ne dis pas que l'académie, ça ne va jamais vite, mais c'est le luxe de l'académie de ne pas avoir, et j'espère que ça pourra encore durer, à toujours aller vite, de faire des découvertes un peu fortuites. Et donc ça, j'ai vraiment adoré le faire, mais c'est vrai que derrière, j'avais toujours en tête de me dire, bon, à un moment, tu vas essayer de monter ta boîte, tu ne sais pas quand. Et c'est d'ailleurs quand j'ai fini mon postdoc à Boston, que je me suis dit, bon là c'est un peu, t'es à la croisée des chemins, soit tu restes aux US et là tu vas y faire ta vie, parce que j'ai adoré vivre aux US, soit c'est le moment de rentrer un peu en Europe. Ça faisait genre 10 ou 12 ans que j'étais pas venue en France, et donc j'ai obtenu cette bourse Marie Curie qui m'a permis de rentrer en France. Et là ça commençait à pas mal bouger quand même, tout ça date de 2018, et donc j'avais eu souvent le commentaire de mais t'es malade, t'es à Boston, mais bien sûr monte une boîte à Boston. Et en fait je me disais mais non, mais en fait je pense que les choses bougent vraiment à Paris. Et puis d'ailleurs, c'est le cas, vous le savez mieux que moi. Et donc, c'est ça qui m'a fait un peu revenir en Europe après avoir vécu dans pas mal de pays. Ce que je recommanderais à tous ceux qui peuvent se le permettre, parce que vraiment, c'est incroyable. Enrichissant. Ouais, voilà, la différence, tu réfléchis pas de la même manière en France, en Suisse, en Espagne, aux États-Unis, surtout dans le monde académique. Donc ça a été vraiment enrichissant. Et comment tu passes parce que tu es quand même un profil scientifique, comment tu passes des labos à l'entrepreneuriat qui est quand même plus un mindset business ? Est-ce que tu as été accompagnée ?
Alors oui et non. Bon, déjà, comment je pense que tu te jettes à l'eau parce que il n'y a aucune logique là-dedans. Donc en effet, moi, c'était plus l'envie comment dire, de résoudre des problèmes qui m'a toujours motivée. Enfin, c'est comme un ingénieur, quoi. On t'apprend à résoudre des problèmes. Et donc c'est plus ce fil conducteur-là qui m'a définie. Et moins cette envie de forcément lancer la boîte. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, bon, t'as essayé l'académie, t'as essayé la recherche, tente l'aventure entrepreneuriale, toujours avec cette envie d'aller vite, hein, sinon j'aurais peut-être rejoint une boîte plus grande. Et donc, pour revenir à ta question, j'ai au début essayé de ne pas être accompagnée. Je crois que je t'avais raconté, Sophia, au début, quand je suis revenue des États-Unis et que j'avais ma bourse Marie Curie. J'avais rejoint cette start-up, mais bon, c'était un peu compris que j'essayais de lancer la mienne. Donc, j'étais un peu toute seule pendant 6 mois à faire des trucs, mais de barrer. Hein. J'essayais de construire. Vraiment, ça ressemblait à rien. J'essayais de construire un microscope. Enfin, bref, la typique ingénieure qui veut pousser une tech sans avoir valider d'abord s'il y avait un problème à résoudre. Et donc là, il y avait le programme Entrepreneur First, donc je ne sais pas si je peux en parler après, qui m'a appelé une première fois, c'était Coralie, je m'en rappellerai toujours. Et moi, la première fois, j'ai fait « Non, t'inquiète, j'ai pas besoin d'aide. » Je fais mon truc. Ouais, c'est clair. Et elle a été assez intelligente, enfin assez, elle le savait, pardon, je veux dire, pour me rappeler 6 mois plus tard. Et là, j'ai fait « Ouais, finalement, en ok. fait, je veux bien, parce que c'est vrai que c'est assez galère quand t'es tout seul à patauger. Donc oui, clairement, il y a eu de l'accompagnement plus enfin, bon, après, j'ai rejoint le programme et bon, pour ceux qui ne le savent pas, je le décris peut-être rapidement. C'est un programme qui, en tout cas à l'époque, hein, je parle de 2019 du coup, c'était la 2e cohorte à Paris, je veux dire, pardon, parce qu'il avait commencé à Londres bien avant. Et en gros, en tout cas à l'époque, il recrutait des cohortes de 50 personnes avec un mélange équilibré entre des scientifiques et des gens peut-être un peu plus business. En théorie, à l'époque, c'était des first-time founders, je crois. Et l'idée, c'était de te permettre en 2 mois de trouver un cofondateur, de valider une idée et puis d'y aller à la hussarde, quoi, et d'essayer de lever des fonds comme ça. Et donc là, tu es de retour à Paris, on est en 2019 et naît l'idée et le lancement d'In Vitro. C'est ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, donc, si je parle rapidement, encore une fois, du fil conducteur de mes années de recherche, c'est, donc je l'ai dit, santé, hein, j'aime vraiment pas rester dans ma zone de confort, je m'ennuie rapidement, donc du coup j'ai un peu fait différents champs médicaux comme le cancer, le glaucome, l'immunothérapie, mais le fil conducteur ça a été un peu tout ce qui est culture cellulaire, tissulaire et microscopie, donc vraiment comment on étudie des maladies ou des processus biologiques en dehors du corps humain, notamment en cultivant, en faisant pousser des cellules en dehors de l'organisme, ce qui est quand même beaucoup plus dur que ça en a l'air, parce que je reste convaincue que ça va être au centre de notre futur médical. Et donc, l'idée, c'est que je passais des week-ends et des soirées dans le labo à essayer de comprendre mes cellules, les faire pousser. C'est vraiment, pour ceux qui le font, ils le savent, c'est de la cuisine, ça rend fou parce qu'il y a plein de choses que tu ne domines pas. Et donc, il y avait dans cette idée de comment est-ce que je peux l'automatiser, la faciliter, parce que dès que ça se rapproche des patients, il y a plein d'erreurs humaines qui ne pourront pas être tolérées. Et donc, du coup, j'ai commencé à explorer. Donc, comme je l'ai dit au début, j'avais mon idée un peu qui sortait nulle part de construire ce microscope. Et ensuite, j'ai commencé à faire du customer development, enfin discovery. C'est vraiment une des choses qu'Entrepreneur First fait bien, qui est de rappeler aux scientifiques que voilà, ça ne sert à rien de développer une super tech si derrière, tu n'as pas un vrai besoin. Donc, j'ai commencé à parler à plein d'experts dans différentes verticales autour de ces besoins, donc culture cellulaire, microscopie. Et c'est évident aujourd'hui, ça ne l'était pas il y a 6 ans. J'ai réalisé qu'au cœur de la FIV, donc de la fécondation in vitro, tu as tous ces éléments et en plus, j'ai découvert à ce moment-là que c'était littéralement, enfin ça reste, la plus belle application de la culture cellulaire parce que tu es littéralement en train de parler de manipuler des cellules dans un labo pour créer la vie humaine. Enfin, je veux dire, scientifiquement, il n'y a rien de plus qui se rapproche plus de la science-fiction. Sociétalement, j'ai aussi découvert déjà en 2019, maintenant encore plus, que je pense que c'est impossible de ne pas connaître quelqu'un qui n'a pas des problèmes d'infertilité. Et puis éthiquement, c'est incroyable aussi parce que ça ouvre plein de portes, bonnes ou mauvaises. Donc, et puis business, on sait aussi qu'il y a un énorme besoin. Et donc, dès que j'ai eu un peu fortuitement cette idée, j'ai commencé à parler aux embryologistes qui sont un peu les rats de laboratoire dans les labos de FIV, un peu mon équivalent, quoi. Et beaucoup de mes propres frustrations résonnaient avec eux. Et quand je leur ai demandé comment est-ce qu'on peut vous aider, quels sont vos besoins les plus urgents, alors il y en avait beaucoup, mais très naturellement, en fonction de ma carrière et de mes intérêts, ils me disaient en fait, ce qui serait vraiment bien, c'est que tu essayes de développer une IA qui permette de mieux évaluer,
évaluer le développement embryonnaire de manière plus rapide, plus efficace et potentiellement de manière plus précise. Parce que pour peut-être prendre un peu de recul, pour ceux qui ne le savent pas, la FIV, ça consiste à prendre des gamètes, donc les spermatozoïdes, les ovules. Tu génères des embryons, on va dire 2 à 10 embryons par ponction. Ensuite, tu les laisses se développer dans le labo, donc encore une fois, en dehors du corps humain, pendant 2 à, on va dire, 6 jours. Et tu les regardes, enfin, l'embryologiste les regarde se développer pour ensuite décider ceux qui valent la peine d'être congelés et transférés. Le problème étant que 70% des transferts aujourd'hui ne mènent pas à une grossesse. Alors c'est plus compliqué que ça, hein, dans le sens où il n'y a pas que l'embryon qui joue un rôle, bien sûr, hein, il y a l'utérus, il y a plein d'autres choses, mais c'est quand même connu qu'il y existe des marqueurs morphocinétiques, donc que tu observes en fonction de ce à quoi l'embryon ressemble et comment il évolue, qui te permettent de mieux prédire celui qui a une chance de mener à une grossesse pour que les patients n'aient pas à passer par multiples transferts, parce qu'au-delà du fait que c'est cher et embêtant, ce qui brise le plus le cœur, c'est quand tu passes à des patients qui ont fait une tentative qui n'a pas marché et qui abandonnent. Et là, tu te dis, punaise, t'imagines, c'était l'autre embryon et ils sont passés par tout ça. Et puis bon, après, notre business, c'était un B2B, donc bien sûr que l'idée, c'est d'aider les patients, mais en fait, il y a quand même un gros intérêt pour les labos aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel ils passent beaucoup de temps. Et puis, mine de rien, même économiquement, en fait, ils ont intérêt à accueillir plus de nouveaux patients. Il y a quand même, on le sait, de plus en plus de gens qui veulent faire la FIV. Et donc, c'est là-dessus que j'ai pu me lasser. Et encore une fois, grâce à l'accompagnement d'IF, parce que, mine de rien, c'est aussi grâce à eux que j'ai été rapidement exposée à des investisseurs. On a fait le démo day et ça m'a permis d'aller vite, ce qui était quand même, mine de rien, ce que je voulais faire, vu que je sortais de 8 ans d'académie. Donc, je voulais tester le modèle de un peu go big or go home, quoi. Et donc, si j'accélère un petit peu, vous levez des fonds, 4 millions au total, auprès de fonds étrangers. Vous recrutez une team de près de 20 personnes. Tout va bien. Et puis, à un moment, il y a des premiers signaux faibles qui apparaissent. Qu'est-ce qui va te mettre la puce à l'oreille que c'est le début. Vent tourne. Ouais, que le vent tourne. Écoute, oui. Alors, en effet, tu l'as dit, donc, j'avais fait 2 levées de fonds, sans compter la première avec Entrepreneur First, qui était un prêt précis de 90 000. La première, c'était en 2020. Je me rappellerai toujours, j'ai reçu l'argent le surlendemain du confinement. J'ai fêté ça toute seule avec ma bière dans le salon. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, la deuxième, c'était en 2022, quand déjà ça commençait à se corser. Et donc, au total, c'était 4 millions. Et donc, en effet, c'était surtout avec des investisseurs américains et allemands et anglais. J'ai jamais su convaincre d'investisseurs français. Tu sais pourquoi ? Non, tu peux pas me le dire. Peut-être. Si, Kima, pardon, je devrais pas dire. Kima ont investi dès le début. Mais c'est mon prochain challenge de comprendre pourquoi. Pour la prochaine boîte. Voilà. Et donc, forcément, s'il y a eu une deuxième levée en 2022, c'est qu'il y avait beaucoup de conviction, aussi bien de notre côté, enfin de mon côté, de mon équipe et des investisseurs. Et donc, c'est plutôt dans les 6 à 9 mois qui ont suivi où, en gros, les signes précurseurs je dirais que ils ont été doubles. Le premier, ça a été qu'en effet, moi et mon board, on a commencé à comprendre que les cycles de vente étaient beaucoup plus longs que ce qu'on avait prévu. On sait toujours que dans le médical, c'est plus long, mais alors là, c'était encore plus long. Donc là, je commençais à sentir qu'en effet, on n'allait peut-être pas être le cheval gagnant, la boîte qui allait faire un retour très rapidement, ou assez rapidement, on va dire, pour la vie des fonds. Et l'autre chose, c'est quand j'ai commencé à comprendre, peut-être un peu trop tard, qu'on essayait de vendre de l'IA à des labos qui, en fait, ne sont pas encore complètement digitalisés. Et d'ailleurs, je sais que ce que je dis s'applique pas seulement au milieu de FIV, mais déjà, il faut se rappeler aussi que la FIV, ça n'a que 45 ans. Hein. Enfin, la FIV au sens, pas recherche, mais au sens clinique. Mais au-delà de ça, donc ils sont très établis. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est issu de la FIV de nos jours. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même à certains égards un milieu un peu plus exploratoire, on dirait, ou pas exploratoire, mais recherche, on va dire, que d'autres applications médicales. Et puis de toute manière, comme beaucoup d'applications médicales, ils sont débordés. Et donc, je veux dire, il y en a plein qui sont encore à utiliser Excel. Enfin, c'est même pas une critique. Hein. Ils sont débordés, ils font plein de choses avec leurs patients. Et donc, toi, tu es là à essayer de leur parler d'IA quand, encore une fois, ils sont pas forcément... C'est même pas qu'ils sont pas habitués. C'est des gens, forcément, qui, comme nous tous, sont habitués à tout ce qui est digital, mais qui ont cette peur, et ce que je comprends, de se rajouter un outil. Parce que, attends, tu me demandes de faire 10 clics en plus, je suis déjà débordée. Donc, c'est vrai que je pense que c'était ça. Donc, on est à peu près là en 2023, mi-fin 2023. Ouais. Et la preuve, c'est à ce moment-là que, du coup, pour réagir un peu à ces signaux faibles, comme tu dis, j'avais demandé à l'équipe, et je suis retournée passer des plombes dans les labos pour me remettre un peu dans leur routine.
Et c'est là qu'en fait, j'ai réalisé ce que je vous dis, ils ont besoin de plein d'aides à plein de niveaux, on va dire un peu moins, entre guillemets, sexy que essayer de comprendre ce qu'un embryon a à te dire. Et donc, c'est là qu'en fait, j'ai demandé à l'équipe, on a décidé, on a dit, bon, bah, écoutez, on va développer un autre pan du produit qui va permettre de digitaliser la signature de consentement des patients. Ça paraît beaucoup plus terre à terre, mais en fait, quitte à faire partie un peu de cette évangélisation du marché de digitalisation et ensuite d'IA, eh ben on le fait. Et ils ont développé, l'équipe a fait un super boulot. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a vraiment pu initier la commercialisation. Ça a en fait assez bien démarré, mais le problème, c'est que je m'en suis rendu compte un peu trop tard et on avait un peu perdu, moi et mon board, je crois. Enfin, j'ai pas su les convaincre qu'en fait, c'était normal et qu'il fallait commencer par cette phase, avoir une sorte de cheval de Troie qui permettait d'améliorer la productivité, quitte à ce que l'adoption de l'IA prenne plus de temps, parce que ce qui est sûr, c'est que tous les labos de FIV auront l'IA. C'était pas une question de est-ce qu'ils vont l'avoir, c'est quand. Et donc c'est là que sujet de timing. Et, bah, ouais. Et donc tu t'es rendu compte que ce qui pouvait être juste un potentiel obstacle à la base se transforme en vrai point de rupture et qu'il n'y aura pas de retour possible. Voilà, enfin, je préfère le dire, en vrai point de rupture, dans les circonstances qui étaient que c'était une VC-backed compagnie en 2024. Enfin, c'est une boîte qui aurait très bien pu exister dans d'autres, comme beaucoup de boîtes d'ailleurs, mais dans d'autres circonstances. Mais oui, là, c'est là que j'avais commencé à comprendre. Alors, ça ne m'a pas empêché de vouloir quand même lever des fonds. Dans le sens où voilà, c'est quand même une boîte qui a un sens assez fort, une mission assez claire. Une grande partie de l'équipe comme moi, on était à fond. Donc je me suis dit, écoute, tant qu'à tout donner, en plus, c'est pas non plus un énorme milieu. C'était une année où 2024, ça se corsait encore plus. Donc si j'avais cru et su qu'on pouvait se faire racheter, j'aurais clairement tout donné pour ça. Mais voilà, c'est pas facile d'absorber une équipe de 20 personnes. Donc j'ai quand même essayé de lever des fonds. Mais voilà, ça n'a pas marché. Donc, du coup, j'ai dû liquider en novembre de l'année dernière, de 2024. Ok, 2024. Et est-ce que tu t'es sentie... Il y a Sophia autour de la table qui est investisseur, qui est là pour accompagner des entrepreneurs comme toi. Est-ce que tu t'es sentie accompagnée par les investisseurs ou même par ton équipe dans ces moments ou est-ce que tu t'es sentie seule? Enfin, quel était un peu les gens autour de toi? Quelle était leur réaction? Alors, c'est une question, tu vas direct dans l'air de la guerre. Alors, l'équipe, oui. Alors, ça, c'est un autre débat. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. L'équipe, oui et non, dans le sens où, déjà, c'est pas leur job. Enfin, je veux dire, de se préoccuper. Enfin, ils ont leur vie aussi. Il fallait qu'ils cherchent un boulot. Le vrai débat dont je parle, c'est à quel point tu es transparent. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois, beaucoup de fois, pardon, avec l'équipe, sachant que ça reste des gens qui ont rejoint une start-up. Donc, c'est pas qu'ils sont pas complètement ignorant de la possibilité qu'il y ait une start-up liquide. Mais en fait, ce qui est vraiment dur, c'est de décider le niveau de transparence. Donc, j'ai été assez transparente. De toute manière, il y a un moment où ça se voit sur ta figure. Hein. Quand t'en peux plus, quand t'as tout essayé. Mais bon, donc du coup, ils l'ont été dans le sens où, pour la plupart... D'ailleurs, j'avais eu une conversation avec chacun d'entre eux. J'avais dit, franchement, si vous voulez partir, il n'y a vraiment pas de problème. Sachez que là, ça va se corser. J'abandonne pas. Et elle est là, la difficulté. De toute manière, c'est la difficulté tout entrepreneur. C'est un peu un job de schizophrène, quoi. Parce qu'il faut que d'un côté, tu sois rassurant, mais de l'autre, il ne faut pas que tu suggères que tu es en train de lâcher l'éponge. Donc, du coup, l'équipe était là dans le sens où il y avait clairement une ou deux personnes que j'avais pris un peu plus à part en disant, en confiant, bon, sache que je donne tout, c'est très dur. Même pour des raisons perso, parce que bien sûr, il y a tout qui se corse en même temps dans la vie. Et donc, du coup, je suis vraiment très reconnaissante à une ou deux personnes qui ont vraiment su un peu garder cet équilibre de, voilà, je fais partie de l'équipe, mais je t'accompagne jusqu'au bout. Et le reste de l'équipe qui ont mis une énergie jusqu'au bout. Vraiment, là-dessus, on était à ce stade, on était une quinzaine. On continuait de faire des séminaires. Enfin, vraiment, là-dessus, ils m'ont vraiment aidée dans le sens où, mine de rien, ça me rappelait pourquoi on fait ça. Enfin, je sais que le but, c'est pas de dramatiser ni de vous faire pleurer, mais c'est un peu ça qui te motive jusqu'au bout. C'est de voir que tu as réussi à fédérer des gens autour d'une mission et qui, voilà, ils lâchent pas jusqu'au bout. Alors, enfin, pour la plupart, je crois qu'il y en a quand même certains qui ont peut-être commencé à chercher du boulot. Mais donc voilà, pour répondre à la question, il y a eu cet accompagnement, on peut dire symbolique, mais vraiment fort. Alors, termes d'investisseurs, oui et non. Enfin, vous le savez mieux que moi, c'est peut-être pas, en tout cas, leur boulot officiel. Voilà, quand ils voient que les choses se délient, alors qui bien sûr, quand on faisait des boards, forcément, ils cherchaient à trouver des solutions avec moi. Mais c'est vrai que là, je me suis un peu retrouvée au pied du mur. C'est moi qui ai décidé d'essayer de lever. Alors, ils m'ont forcément encouragée à essayer de voir si on pouvait se faire racheter. Ce que j'ai exploré, mais il me restait 3 mois. C'est ma faute, j'ai pas essayé avant, mais j'avais un peu le couteau sous la gorge. Donc, par contre, pareil,
ton job aussi, c'est de rassurer les investisseurs parce que, mine de rien, j'avais un board prédominamment américain avec leur hantise connue de tout ce qui est procès. Donc, du coup, ton job, et ça, pour le coup, je l'ai vraiment bien fait, c'est tu vois, j'avais créé ce calendrier que j'avais reverse engineer. J'avais dit, bon, bah voilà, on a un burn rate X, je sais que j'ai la runway jusqu'à tel mois. Vous inquiétez pas, je sais qu'il faut déclencher telle procédure à tel moment, surtout que j'avais une boîte aux États-Unis, en Angleterre. Donc, voilà, je pense que c'était plutôt encore mon rôle de rassurer plutôt que d'être accompagnée. Donc non, je pense que j'ai pris un avocat forcément qui m'a accompagnée pour la liquidation judiciaire. Mais sinon, je dirais que, et je le dis pas du tout, il n'y a pas aucune rancune, mais non, t'es vraiment pas accompagnée, mis à part les gens peut-être que tu contactes. Mais c'est vrai que c'est un peu dur t'as pas envie d'admettre la défaite parce que c'est comme si c'était un peu... comme si tu accomplissais un peu tu vois, il y a une expression qui m'échappe, mais t'as encore envie d'y croire jusqu'au bout, donc c'est même pas... Puis en plus, t'as ce côté où tu t'isoles parce que t'as envie d'y croire et t'as pas envie t'écoutes pas ce qui se passe à côté. Ouais, voilà, puis t'as pas envie de te dire non, mais c'est le plus j'en parle, le plus ça va se réaliser. Donc non, je pense que presque une des parties les plus dures, c'est même pas à la liquidation, c'est les 2 mois avant où tu vois cette deadline arriver, tu vois le mur que tu vas te prendre et tu sais que ton rôle, ça reste et ça continue d'être rassurant pour tout le monde et puis de continuer à tout donner. Et en même temps, tu connais la réalité et tu sais qu'il va falloir être là et assurer alors que tu auras sûrement plus d'énergie à ce moment-là, quoi. Et justement, pour les personnes qui t'entourent, que ce soit les investisseurs, les employés ou d'autres personnes, quel soutien on peut apporter à un entrepreneur qui traverse une période comme celle-là ? C'est une très bonne question. Alors, j'imagine que ça dépend d'une boîte à l'autre, d'un stade à l'autre, hein, parce que voilà. Moi, voilà, pour revenir sur ce qu'on se disait, je pense que, en tout cas, pour les employés, c'est vraiment d'être aussi authentique que possible. Moi, vraiment, s'il y en avait un qui avait dit « Ok, je m'en vais », j'aurais presque pris bien, tu vois, de me dire super, ceux qui restent, ils sont à fond et comme ça, tu vas pas vraiment. Voilà, et même pour eux, et puis tu sais qu'en fait, parce que ce qui est pas sympa, ou ce qui pèse plus, c'est de se dire ouais, est-ce que je suis en train de leur faire perdre du temps, voilà, c'est ça. Donc pour les employés, ce serait vraiment de être clair sur est-ce que vous êtes OK. Moi, j'ai eu des conversations plusieurs fois, mais pas que à la fin, où je disais en tout cas quelques employés clés, je leur disais à quel point tu veux que je te raconte la vérité, vraiment, parce que c'est pas ton job. Encore une fois, c'est le job du fondateur de prendre tous les coups, mais par contre, et donc moi j'ai eu des gens qui me disaient non, je veux pas savoir, et tout à leur honneur, et ça j'adore. Donc voilà, moi je pense que avoir des employés qui sont conscients de ce qu'ils peuvent et ils veulent encaisser, ça c'est génial. Et aussi de se dire que s'ils sont là, c'est qu'ils ont vraiment envie de passer même par des coups durs, parce que c'est vrai que c'est même pour eux, je pense que ça peut être formateur entre guillemets, et ça peut en dire long aussi. Donc ça, c'est pour les employés. Les investisseurs, moi, le seul truc qui est priceless pour moi, qui a été dit par un de mes invests, et c'est très psychologique ce que je vais dire, mais quand on est là, il n'y a que ça qui compte, c'est en fait de pas, entre guillemets, suggérer que tu regrettes ton investissement. Ou à l'inverse, tu vois, les quelques commentaires que j'ai eus peut-être d'une ou deux personnes qui me disent non, mais en fait, Alex, juste on réinvestirait 1000 fois en toi en 2019, et en fait rien que ça aide, parce que sinon tu as ce sentiment de culpabilité qui remonte dans ces moments-là, et puis du coup tu vas te raccrocher à n'importe quelle raison, tu vas dire excuse-moi, alors que c'est bête, hein, c'est un modèle de VC, vous connaissez mieux que moi, c'est le boulot de prendre des risques, mais en fait toi dans ces cas-là tu as tellement envie de te flageller, d'auto-flageller, que de savoir que les employés, les VC en fait ont eu cette conviction, gardent cette conviction, et surtout que tout le monde autour de la table accepte les règles du jeu, dont le fondateur, le jeu des VC, vous le connaissez mieux que moi, c'est des fois ça marche, très souvent ça marche pas. On va pas se mettre à devenir un peu hypocrite quand ça marche pas, à dire mais attends, excuse-moi, t'aurais dû. Et donc je pense que c'est un peu c'est être entier. Voilà, c'est ça, accountability, qui est juste de dire écoutez, on donne tout ce qu'on a, et si ça marche pas, on va pas prétendre qu'on n'était pas au courant qu'eux. Donc ça, je pense que je l'ai eu à certains égards, et c'est vrai que ça enlève un poids de se dire ok, on va pas jouer sur 2 tableaux avec les gens autour de moi. Et les clients aussi, d'ailleurs. Ça aussi, c'est un autre aspect difficile. Et tu viens de dire t'aurais dû. Est-ce que maintenant que tu as du recul, il y a des décisions que tu aurais prises ou pas prises, ou des choses que tu aurais faites différemment ? Alors, non, c'est vraiment pas mon caractère, dans le sens où je trouve ça un peu...
encore une fois, le mot On est va peut-être pas un peu refaire fort. l'histoire. Non, mais ouais, alors le mot que j'allais dire, c'est un peu hypocrite, mais de ma part de le dire, parce que à ce titre-là, il faudrait aussi que je me demande qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas eu plein de coups de bol que j'ai eu. Bien Donc sûr. réécrire l'histoire, le hindsight, j'aime pas. Mais par contre, il y a quelque chose que je... Parce que du coup, ça fait 9 mois que comme j'ai digéré tout ça et que je sors la tête de l'eau, donc je suis pas sûre d'avoir fini d'apprendre toutes mes leçons, mais en tout cas, il y a quelque chose que je ferais clairement mieux, où je suggérerais de faire mieux, c'est vraiment apprendre à... c'est bête ce que je vais dire, mais c'est vrai, à prendre soin de soi en tant que fondateur. Oui. Parce qu'on me l'avait dit en plus à l'époque, mais en fait, c'est une compétence. Peut-être que ça va paraître évident, mais en fait, quand elle est dans le guidon, c'est vraiment une compétence à mettre sur son CV, quoi. C'est est-ce que tu sais... prendre, je te parle pas d'aller aux Bahamas ou prendre l'argent de la levée pour aller faire un spa toutes les 2 semaines, mais en fait c'est vraiment savoir recharger, parce que ce que j'avais pas compris, c'est que forcément, je pense souvent quand tu es entrepreneur ou en fonction des personnalités, tu as envie de faire 1000 choses, d'aider un peu partout, et en fait tu sous-estimes que ton job en tant que fondateur et CEO, c'est de savoir toujours mener la barque et de te préparer pour les moments de crise. Et en fait, ça, je pense que si, avec du recul, j'aurais vraiment dû, quand tout allait bien, je sais pas, quand tu viens de lever, et ben en fait, tu take a step back, tu prends de la hauteur, t'analyses. Tu te sens sur toi, tu vas networker, tu vas, et tu le vois, mais surtout, j'insiste, comme une partie de ton travail, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'à le refaire, je le valoriserai plus, et surtout, j'apprendrai à le faire valoriser par tout le monde dans l'équipe aussi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as appris sur toi-même que tu connaissais pas avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Oui, alors je pense que il y en avait pas mal que je voyais déjà venir, mais c'est vrai que le fait que j'aime aller vite. Bon, le problème, c'est que du coup, il y a des fois où il ne faut pas aller aussi vite, mais je pense que ça, j'ai vraiment appris que c'est quelque chose de très, gratifiant. Ouais. Mais ça vient à un prix, ça, c'est autre chose que je ferais mieux. Qui est, des fois, c'est important, surtout en tant que fondateur et CEO, de prendre un step back, du recul, et de ne pas être que dans l'action, et apprendre à être plus stratégique et plus dans la réflexion. Donc ça je le savais, mais ça a confirmé. Et par contre, ce que ça a surtout confirmé, pour revenir peut-être à une de tes questions précédentes, c'est que j'ai beau avoir un passé de chercheuse, une formation d'ingénieur, enfin, moi, ce qui me botte, c'est le contact humain, contact avec les clients, les contacts avec les investisseurs, avec les employés. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est fédérer des gens autour d'une vision. Et donc ça, c'est vrai que j'avais jamais eu trop l'occasion de le confirmer, étant entre guillemets dans un labo à publier. Et là, j'ai confirmation qu'en fait, bien sûr que je reste passionnée par la science et je reste une scientifique, mais en fait, c'est vraiment ça dont j'ai besoin, quoi. C'est de vraiment pouvoir... s'entourer de personnes que tu admires et avec qui tu veux passer toutes tes journées. Et tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui ça fait 9 mois, tu commences à sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce que tu anticipes pour la suite ? Quelles sont tes envies ? Eh ben, écoute, justement, je vais revenir un peu sur ce que je te disais. L'idée, c'est que j'ai confirmé et réalisé que ce qui compte, c'est le sens de ton travail, entre guillemets. Donc là, j'avais ma propre boîte, donc j'avais le luxe d'inculquer le sens à la boîte et aux personnes avec qui je travaillais. Et après avoir réfléchi pendant 9 mois, parce que forcément, vous imaginez qu'on passe par toutes les phases du deuil d'une boîte, ce que j'ai réalisé, c'est que tu peux retrouver ça sous différentes formes. Que ce soit remonter une boîte, mais par contre... plus jamais seule. Enfin, je ne regrette pas du tout, hein, vraiment, mais voilà, et du coup, ça veut dire que je vais pas du tout forcer le truc. Hein. Ouais. J'ai pas besoin du tout de remonter une boîte. C'est plus qu'en effet, je l'ai fait, je sais que c'est possible, et d'ailleurs, ça m'a appris que tout est possible. Donc, au contraire, ça, c'est une belle leçon. Mais par contre, au contraire, ça m'a aussi fait réaliser que rejoindre une boîte, c'est aussi une belle aventure au même titre. Et d'ailleurs, à certains égards, je pense que je peux être une très bonne employée parce que je sais à quel point les fondateurs en bavent. Si vous recrutez. non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est qu'au contraire, je trouve que ça m'a vraiment ouvert l'esprit, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette crise d'identité quand tu fermes ta boîte, qui est, tu vois... t'es défini comme entrepreneur pendant 6 ans. Et puis, en plus, t'as les autres qui te projettent ça. Moi, le nombre de conversations, les gens me disent « Mais bien sûr, toi, Alex, t'es qu'une entrepreneuse, tu peux que monter une boîte. » Et donc, tu sais plus ce qui est le résultat de ce que les autres projettent sur toi ou ce que toi, tu veux. Et puis aussi, il y a l'idée que pendant 5 à 6 ans, t'as un peu le syndrome du sauveur. Enfin, c'est peut-être pas le bon mot, mais ton job, c'est un peu de faire bouger les montagnes, d'éteindre 1000 feux à la journée. Et donc, du coup, à la fin...
t'as tellement bien convaincu tout le monde et toi-même que t'as pas besoin d'aide, que tu te retrouves tout seul, un peu isolé, et tu sais plus demander de l'aide. Et donc, du coup, c'est un peu ce processus qui m'a permis aussi de ralentir un peu la cadence, parce que ça, c'est l'autre problème, c'est que tu passes d'être à 1000 à l'heure tous les jours à apprendre à rien faire, ce qui est une autre compétence à ajouter sur son CV maintenant que j'ai. Et donc, pour revenir à ta question, l'idée, c'est que ça m'a vraiment permis de penser à tout. Et je reviens toujours à la même conclusion, qui est que vraiment, à la fin, ce qui compte le plus à la fin, c'est les gens avec qui tu as travaillé, la mission, le sens que tu donnes à ton boulot, qui vient soit du sujet, soit des gens avec qui tu bosses tous les jours. Donc ça peut très bien être une boîte. Alors bien sûr, en théorie, je suis quand même plus attirée par tout ce qui est santé, et puis start-up, et puis early stage. Mais par contre, en termes de poste, c'est pareil. Je reste très ouverte parce que je suis convaincue que quand on veut, on peut, quoi. Merci beaucoup Alexandra de nous avoir partagé tout ça. Merci Sophia. On espère que ça servira à des entrepreneurs qui peuvent être dans des difficultés actuellement. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de partager pour clore cette discussion? Alors, ouais, bon, je ne veux pas finir sur une note trop mélodramatique, mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que il faut vraiment pas s'isoler quand on passe par ce genre d'expérience, parce que bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même certaines structures, notamment 60 000 rebonds que moi j'avais rejoint, qui est une association vraiment méga bienveillante qui aide les entrepreneurs de tout type, pas que start-up, peut-être des podcasts comme celui-ci, donc ça bouge, et je pense que c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se renfermer sur soi-même et à s'en vouloir, entre guillemets, mais le mot de la fin, c'est vraiment de faire confiance au temps. Parce que je pense qu'au final, quand tu te prends une telle claque, t'as rien à faire d'autre que d'attendre que le temps fasse un peu son affaire au début. Oui. Et surtout, de ne pas se renfermer et de parler, de rencontrer un peu d'autres personnes dès qu'on est prêt. Parce que vraiment, c'est très facile, et encore une fois, je ne cherche pas à dramatiser, mais c'est très facile de se perdre dans un tunnel et de se faire plein de films. Sachant que voilà, il y avait une vie avant d'être entrepreneur, il y en aura une autre après. Et puis en fait, c'est que quand le temps a passé et quand tu en parles à des gens que tu te rends compte de l'ampleur de tout ce qui a été fait. Et voilà, c'est juste de dire qu'en effet, c'est normal de s'aplatir, surtout que tout le monde aura tendance à te dire « mais non, mais toi, t'es entrepreneur, donc tu vas vite rebondir ». Donc déjà, c'est se donner le droit de s'aplatir et de s'écraser, parce que souvent, tu l'as pas. Les gens, ils te voient comme quelqu'un qui doit forcément aller bien. Donc déjà, se donner le temps d'aller mal. Et ensuite, faire confiance au fait que ça ira mieux et que tu l'as fait une fois, donc tu peux faire des choses encore plus folles après. Bravo pour tout ça. Et merci encore Alexandra pour ce témoignage. Et chers auditeurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas à évidemment partager ce podcast. À très vite.